C'est parti. Voilà, merci beaucoup. Chers amis, chers frères et sœurs, pour la deuxième partie de cette conversation, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas un historien, mais bien sûr je connais un peu et j'ai étudié aussi un peu l'histoire, et non seulement l'histoire des Vaudois. On a parlé samedi dernier du temps où les Vaudois c'était simplement un mouvement, ce n'était pas une église, jusqu'à quand ils ont adhéré à la Réformation. On les appelait, comme je vous ai dit, les pauvres de Lyon, vraiment à l'origine, et puis les pauvres du Christ. Ils n'ont jamais voulu utiliser le terme vaudois pour parler de ceux qui étaient avec Valdo ou Valdesius. Ça n'y fait rien, quoi. Et on a vu que c'était la pauvreté totale et le fait qu'ils ont associé hommes et femmes. Et tout le monde avait la liberté de prêcher. Ça a été la raison pour laquelle vraiment les Vaudois ont été excommuniés. Et donc la répression est commencée très, très vite, à partir de 1230, et la clandestinité. Donc, l'organisation, c'était l'organisation d'une petite réalité hérétique, considérée hérétique, et il y avait des prêcheurs laïcs, qu'on les appelait barbes, comme je vous ai dit, c'est-à-dire oncles, pour faire la distinction avec les prêtres qui sont appelés pères, mon père, on dit souvent. Ils avaient des synodes presque annuels, présidés par un majoral, disons, qui était élu, et ils avaient encore une distinction dans les premières générations entre les frères ou maîtres et les fidèles ou les croyants, voilà. Et puis, ils ne se sont pas rendus compte, c'est tout à fait évident, que en se radicalisant, ils auraient été jetés dehors de l'Église de l'Église catholique romaine. L'affirmation de l'obéissance prioritaire à Dieu et la possibilité de diffuser les Écritures en langue populaire, parce que Valdo s'était fait traduire des petits morceaux de l'Évangile en langue populaire. Et puis surtout, comme je vous ai dit, la possibilité, la liberté de prêcher sans autorisation des clercs était inacceptable. En Provence, on a eu une présence vaudoise ici dans la région très importante. De ce que j'ai compris, à la fin du Moyen-Âge, la Provence était un peu en ruine. Vers le 1470, 40% des villages sont abandonnés. 40%. Ces zones vides attirent les flux migratoires des vallées alpines qui descendent, qui traversent la vallée de la Durance, si vous voyez où c'est. Le Queyras a perdu plus d'un tiers de sa population. Et alors on faisait, pour ces Vaudois qui venaient en Provence, on leur proposait des actes d'habitation, ça s'appelait, des actes d'habitation, en mettant à disposition des nouveaux arrivants des terres à bâtir et à cultiver. Et entre 1465 et 1519, une cinquantaine d'années, disons, 16 actes d'habitation sont conclus seulement dans le Luberon. Le Luberon a eu une présence protestante dans certains villages. La large majorité, c'était vraiment des villages vaudois, au moins une trentaine de localités, où ils sont complètement ou presque complètement vaudois. Si vous connaissez un peu entre Pertuis et Cavaillon, disons, ça c'est le Luberon. Aujourd'hui, il y a une route des Vaudois. C'est intéressant d'aller voir un peu. Il y a des traces historiques. Et il y a naturellement, il y a pas mal de livres, de bibliographies qui a été écrite sur ça. Alors, il commence à être intéressé par ce que la réforme protestante en Allemagne, Luther, a dit. Il y a un synode en 1526 dans les vallées vaudoises et ils envoient des barbes
à voir un peu ce qui s'agit en Allemagne et puis en Suisse, dans la Suisse allemande. Genève n'avait pas encore adhéré à la réforme. Et puis là, comme je vous ai dit, c'est vraiment un moment important quand ce mouvement décide d'adhérer à la Réformation. Alors, il y a des historiens, je crois que le plus connu est Gabriel Odisio, je vous en ai peut-être parlé déjà, c'est un historien catholique qui a dédié ses meilleures années à étudier le mouvement vaudois, et par exemple son livre le plus connu, le titre c'est Naissance, développement et mort d'une dissidence religieuse. Et là on comprend tout de suite quelle est la lecture que Gabriel Odisio a donnée. Il a dit, ça a été très intéressant, ça a été un mouvement très près de Francesco d'Assisi. Ils se sont suicidés en 1532, suicidés du point de vue du mouvement vaudois, en devenant autre chose. Lui, il dit, ça a été après une autre histoire, ça a été complètement différent. Des autres historiens ont dit, non, c'est la renaissance de la même identité, vous voyez, c'est toujours, et ce sont les mêmes personnes. Ça, c'est très évident. Il y a eu un débat, non seulement au synode de Champforan, ça s'appelle Champforan, là, dans les vallées vaudoises, où il y a les Vaudois du Luberon, de l'Allemagne, de la Calabre, des Apules, qui arrivent. Et c'est probablement Guillaume Farel, qui était un théologien, ça a été après le grand ami, mais après le grand ami de Calvin, et c'est lui qui avait des possibilités théologiques, disons comme ça, de convaincre ces gens-là, qui étaient des paysans surtout, des paysans du Luberon ou de la Calabre, ça ne fait rien, mais en tout cas des paysans qui n'avaient pas une véritable théologie encore. Donc c'est lui qui est arrivé à convaincre ces gens que c'était le moment de décider, d'accepter la nouvelle révolution, parce que c'était une révolution non seulement religieuse, mais culturelle, la réforme ou la réformation. Vous voyez? Alors, on peut lire en différentes manières, naturellement, ces années-là. Ça n'a pas été une chose qui s'est passée dans 2 jours. Là, le synode de Champforan a eu lieu au mois de septembre 1532, mais après, on a dû attendre 25-30 ans avant que ce mouvement devienne vraiment une véritable église réformée. Une petite anecdote que j'ai déjà racontée à quelqu'un, il y a 7 ou 8 ans, on m'avait invité à la maison du protestantisme à Nîmes, à parler un peu sur les Vaudois. J'avais prêché là et puis il m'avait dit, mais non, mais parle. Moi j'avais toujours dit, mais moi je ne suis pas un historien. Mais il y avait pas mal de monde à la maison du protestantisme. Alors j'ai bien parlé, puis à la fin j'ai salué les gens, comme je le fais normalement, et un monsieur très distingué me dit, ah bonjour, j'ai très apprécié, je suis Gabriel Odisio. Je lui ai dit, non mais alors professeur, c'est vous qui aurez dû venir parler des Vaudois, depuis que même si vous n'êtes pas Vaudois, moi je suis Vaudois, mais ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai très apprécié parce que ça a été équilibré ce que vous avez dit, et comme ça. Parce qu'il habite maintenant, il a été professeur d'histoire à l'université de Grenoble, Odisio, et maintenant il habite à Nîmes. Il est à la retraite. Et donc ça a été très sympa de pouvoir parler aussi un peu avec lui. Il y a un débat, mais nous sommes amis, quoi. On se connaît. Très bien. Par exemple, alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a perdu les caractéristiques peut-être les plus intéressantes. La non-violence. C'est vrai qu'après l'adhésion à la réforme, ici et là, non pas partout, mais dans plusieurs situations, les Vaudois n'ont plus la conviction d'une non-violence radicale. C'est-à-dire qu'aux vallées vaudoises, il y aura une véritable guérilla quand les persécutions commencent vraiment. Même en Calabre, la Calabre, les Vaudois
de Calabre sont détruits en 1561. Même en Calabre, il y aura des moments où il y a une réaction armée des gens, quoi, qui naturellement est complètement écrasée. Ça, c'est tout à fait évident. Contre l'Inquisition, on n'avait aucune possibilité de succès, quoi. Et on a beaucoup réfléchi aussi sur le fait qu'à Chamfort-Lens, à ce synode, donc 1532, on décide la première traduction en français de la Bible, qui a été payée, et c'était très cher, qui a été payée par ces paysans vaudois. C'est la première traduction qui sortira en 1535. Robert Olivetan, qui était un cousin de Calvin, emploie 3 ans pour traduire de l'hébreu et du grec la Bible. Et par exemple, on s'aperçoit tout de suite que c'est quelque chose de différent, parce que cette Bible est très grande, elle est plus grande de celle-là. Vous voyez? Alors avant, quand c'était simplement un mouvement, les Vaudois, il y avait des Bibles qui étaient 1 centimètre par 1 centimètre parce que c'était tout clandestin. Tandis que maintenant, on pense à une Bible pour le culte, pour la collectivité, pour une grande Bible. Et il y a aussi les gens qui disent que du point de vue théologique, la traduction de la Bible est pensée comme une affirmation des principes de la réforme de Calvin, déjà. Il y a vous savez bien que traduire, c'est toujours trahir. En italien, il y a un jeu de paroles. Tradire et tradurre. Tradurre est sempre tradire. Traduire, c'est toujours un peu trahir. Et alors, le choix de mots qu'on fait, Olivier Tan a fait une merveilleuse, selon moi. Moi, je l'ai regardé un tout petit peu, je ne l'ai pas lu tout comme ça, mais une merveilleuse traduction, mais c'est avec les idées de Calvin en tête. Donc, disons, après 20 ans, 30 ans, 25, 30 ans, les Vaudois deviennent une véritable église réformée, comme était l'église réformée de France ou des Pays-Bas, ou l'église presbytérienne des États-Unis, quoi. L'éthique devient théologie. L'éthique devient théologie. Ce qui n'était qu'une secte, disons, et qui était considéré une secte excommuniée, devient une église. Une ancienne hérésie se transforme en église de la Réforme. C'est pour ça qu'Odysio dit, il n'y a rien à voir. L'église vaudoise, il dit d'aujourd'hui, est très sympa. Je partage pas mal de choses qu'ils disent, mais ce n'est plus, ils ne sont pas les héritiers du mouvement vaudois. Giorgio Tourne et d'autres historiens vaudois, évidemment, ne sont pas d'accord sur ça. Ce sont toujours les mêmes gens, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a beaucoup changé les choses. Bon. Ah voilà, la Bible, ils l'ont payé 500 écus d'or, que c'était une somme énorme pour ce temps-là, payée avec la sueur des paysans. Donc, les barbes vont étudier en Suisse et deviennent des pasteurs réformés, comme nous sommes encore aujourd'hui, avec une formation théologique assez importante, parce que c'était des hommes, là malheureusement c'était de nouveau seulement plus des hommes qui étaient prêts à aller prêcher dans une situation, en tout cas de clandestinité et de danger, quoi. J'ai fait l'exemple, par exemple, de la Calabre. En Calabre, ces pays, ces villages vaudois, Guardia Piemontese, Fuscaldo, San Sisto dei Valdesi, Paola, Montaltofugo, il y en a plusieurs sur la côte du Tirrène, de la mer Tirrénica, en tout cas, vous avez compris. Pendant 200 ans, ils vivent très tranquillement. Ils font baptiser leurs enfants, et ils vivent une piété familiale. Ils sont les gardiens d'une tradition, mais ils ne sortent pas à l'extérieur. Ils vont dire à personne
qui sont différents, quoi. Là, quand le pasteur Gianluigi Pascal, qui est un catholique qui est devenu protestant et qui a été étudié à Genève, quand il arrive en Calabre, il commence à prêcher partout, ouvertement. Il dit non, mais la réforme est en train de changer le monde, donc. Et il ne faut plus rester caché. Il ne prêche même pas eux-mêmes. Déjà en novembre 1560, il est emprisonné et il est mis au bûcher, il est brûlé à Rome, à Castel Sant'Angelo, si vous connaissez, c'est vraiment le centre de Rome, de l'autre part du pont. Il a été brûlé là et les cendres sont jetées dans le fleuve. Et quelques mois après, au mois de juin 1561, tous les pays vaudois sont complètement... la foi protestante là est complètement éradiquée. Et ça ne pouvait pas être autrement. Ça, c'est évident si on le pense aujourd'hui. Ce n'est même pas du courage, ils n'ont pas compris que ce n'était pas encore le moment de pouvoir dire qu'on peut vivre la foi chrétienne autrement, simplement autrement, quoi. En 1555, les premiers temples sont bâtis au Piémont. Et en 1559, le premier temple vaudois est bâti à la Rocque d'Anteron en Provence. En 1562, les premiers registres de baptême de l'église réformée de Lourmarin sont constitués pratiquement complètement des Vaudois, même si les Vaudois, là aussi, ont déjà été complètement balayés en 1545. Ce que Gabriel Odisio dit, les Vaudois ont résisté aux ennemis et sont engloutis par les amis. Et alors, comme je vous ai dit, on peut discuter sur ça, voilà. Les Vaudois sont intégrés, en tout cas c'est vrai, dans l'église, dans la vision d'une église réformée de tendance calviniste. Et là, ils se trouvent aujourd'hui encore. Comme je vous ai dit, Guillaume Farel, il faudrait réfléchir beaucoup parce que c'est lui qui a eu un rôle très important. C'était le seul Luther, il ne savait même pas qui c'était les Vaudois. Et Calvin aussi, quelqu'un leur avait parlé naturellement qu'il y avait des drôles de gens un peu contre l'Église catholique, quoi, qui avaient été excommuniés. Mais Farel les connaissait très bien, et c'est lui effectivement qui a été l'architecte de cette décision. Reste la question, la communauté vaudoise s'est perdue dans le grand monde de la réforme. Moi je pense que non, c'est vrai que des caractéristiques, on les a perdues. On a aussi cherché un peu de les récupérer, mais d'autres sont aujourd'hui importantes pour connaître le monde vaudois. Et alors, on passe à la deuxième période très rapidement, qui va de 1532 à 1848. Ce sont les siècles les plus tragiques, évidemment. 1848, ce sera le 17 février, qui est la fête pour les Vaudois, encore aujourd'hui. 1848, ce sera l'année où les droits civils sont reconnus aux Vaudois, c'est-à-dire qu'on devient citoyen. Mais avant de ça, en ayant bâti des temples et tout ça, ce sera beaucoup plus simple pour l'Inquisition, par exemple, de savoir exactement où se trouvent les Vaudois. C'est la période plus sombre, je ne veux pas parler trop de ça parce que vous connaissez très bien ce qui s'est passé. Par exemple, je fais un petit exemple. Le 5 juin 1561, à Cabourg, près des vallées vaudoises, il y a le premier acte de tolérance qui est signé par les Savoies, qui disent dans les hautes vallées, seulement dans les hautes vallées, les Vaudois peuvent vivre et peuvent célébrer leur culte. Incroyable. En 1561. C'est exactement dans les mêmes jours, au début de juin 1561, qu'en Calabre,
l'Inquisition efface définitivement les Vaudois. Vous voyez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas... Et alors on vient à savoir du massacre de Calabre ou du massacre du Luberon en 1745. Mais ça prend du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour dénoncer? On va dénoncer ça chez les grandes puissances politiques protestantes. La Prussie, l'Allemagne d'aujourd'hui, disons, les Pays-Bas. On part souvent vers les Pays-Bas pour dire ce qui se passe. Et la même chose, c'est le siècle d'après. Alors, je ne vais pas vous parler des massacres. Ça a été, comme ça a été, en 1630, ah oui, ça, encore je voudrais vous le dire, en 1630, la peste arrive au Piémont. Elle tue les 2/3 de la population et les 2/3 des pasteurs aussi. Ça se voit que les pasteurs faisaient vraiment les pasteurs. Ils ont attrapé la peste eux aussi. Et il ne reste que 3 ou 4 pasteurs aux vallées vaudoises, dans cette région où ils arrivaient encore à survivre, disons. Et c'est là le moment où on a appelé à une aide et des pasteurs de la Suisse. Alors on était déjà un peu bilingue, les gens parlaient un peu le franco-provençal, le patois, et aussi un peu le français. Depuis 1630, le français devient la langue officielle de l'Église vaudoise, même si nous sommes en Italie, jusqu'au fascisme. C'est évident qu'avec le fascisme, au début des années 20, on ne peut plus parler. Les actes des synodes étaient tous en français. Les actes des synodes, si vous allez les lire, c'est absolument possible, vous verrez que c'est tout en français. Alors, les gens qui habitaient les vallées vaudoises s'adressaient à Dieu en français. Ils parlaient un peu l'italien, bien sûr, et ils parlaient le piémontais pour vendre leurs vaches ou acheter un petit champ, vous voyez. Et ça a été très important, ça, parce que après l'exil, la glorieuse rentrée, maintenant on y arrive. Le ghetto durera à peu près 150 ans, et si on n'aurait pas eu un souffle européen, ça serait fini définitivement. Alors 1630, c'est la peste, c'est presque la fin, puisqu'il y a la reprise. Là, on avait beaucoup d'enfants, comme vous pouvez imaginer. Mais après, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Et les Savoie, malheureusement, sont les alliés du roi Soleil. L'édit de Nantes, c'est 1685, et c'est la fin pour les protestants français. Il y a à peu près 800 000 protestants en France, ce n'est pas des petits numéros. Et ils ont le choix entre l'exil, la mort, surtout pour les pasteurs, ou devenir catholique, l'abjuration. L'abjura, on dit à peu près l'abjuration, voilà. Quelques mois après, le roi Soleil, il dit aux Savoie, toi aussi tu as des hérétiques sur ton territoire, ça doit finir, et ils ont le même choix. 1686, l'an d'après. Il y a encore une petite résistance, on les appelle les invincibles, ce sont 200 à 300 hommes très armés, mais il n'y a rien à faire. Un millier et milliers de ces valets du Piémont, ils partent, ils sont portés dans les prisons de Saluzzo, de Trino Vercellese et comme ça, et beaucoup d'entre eux mouriront cet hiver-là, de 1886-1687. Et puis ils arriveront à Genève, à Berne, en Suisse, et ils seront accueillis là, comme ça a été pour les Huguenots. On a tout à fait la même histoire là. Et ce sera la possibilité de survivre, disons. Mais seulement 3 ans après, 1689, 3 ans après, ces Vaudois ont absolument le désir de rentrer dans leurs terres, qui ont été données aux paysans savoyards qui vont habiter, qui étaient encore plus pauvres des Vaudois,
qui donc sont partis habiter les maisons et les terres des Vaudois aux vallées vaudoises. Et c'est une petite expédition militaire dont parle par exemple Napoléon. Napoléon a dit que c'est ce qu'on appelle la glorieuse rentrée, glorieuse parce qu'il y a la présence de Dieu, non pas parce que ça a été un phénomène glorieux. Il n'y a jamais aucune gloire. Mais Napoléon a dit, vous avez vu, ça a été parfait. Ils étaient à peu près 900 hommes, très bien armés, et c'est le roi d'Angleterre, William d'Orange, qui était des Pays-Bas et qui devient le roi d'Angleterre. C'était un protestant convaincu qui dit il faut payer, il faut permettre aux Vaudois, aux réformés, maintenant aux réformés, de rentrer dans leur pays. Alors tout est discutable, vous voyez dans l'histoire, tout à fait discutable, parce qu'on pourrait dire mais pourquoi ils ne sont pas restés en Suisse ou dans les terres du Württemberg. Il y a plusieurs villages qui portent les mêmes noms des villages aux vallées vaudoises. Kleinvillars, Villars, Pinache, les mêmes noms. Pourquoi ils ont voulu rentrer? Je ne sais pas répondre, parce qu'ils avaient la conviction de devoir vivre la foi protestante en Italie, ce qui n'a jamais été trop commode. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles, quoi, mais autrefois. En tout cas, ils ont voulu rentrer. Il y avait parmi eux une centaine, ils étaient 900, une centaine étaient des huguenots français. Ils sont organisés dans 12 compagnies, seulement des hommes, 50 km par jour, avec une cinquantaine au moins de poids sur les épaules, les fusils, les trucs comme ça. Les dragons de France sont absolument convaincus qu'on va les arrêter dans la vallée de Suse, où il y a eu la bataille la plus importante sur le pont de Salbertrang. À Salbertrang, il y a 4000 dragons de France qui sont là et qui disent ici personne ne va passer. Et les 900 Vaudois qui arrivent, ont un culte le matin et le soir. Le colonel des Vaudois, c'est un pasteur, Henri Arnaud, qui a été le grand chef, disons, des Vaudois. Il a une grande statue à Torre-Pellice. Henri Arnaud était né à Embrun. Embrun, c'était un village. Embrun, vous savez à peu près où c'est. Il y a encore la maison d'Arnaud. Il y a le culte le matin et le soir, et la conviction que Dieu est avec eux. Ils font peur, ces gens-là. Ils disent, on va prendre le pont. Et ils sont passés. Ça a été la défaite des 4000 dragons français. Ils arrivent dans les vallées, une quinzaine de jours, et il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi des moments discutables. Par exemple, ils arrivent à Massello, à la Valsiglia, et il y a une question, ils trouvent 40 paysans savoyards catholiques qui sont là dans leur ancienne maison, et 2 soldats de Savoie et 40. Qu'est-ce qu'on va en faire si on les garde avec nous? C'est fini la rentrée. Et donc, toutes les 42 sont décapités là. C'est-à-dire que c'était des gens assez avec un peu de détermination, quoi. Et puis de Mastel, ils arriveront dans la vallée du Pellice, à Sibaut, où il y a encore un monument. Et c'est le serment de Sibaut, qui est encore le cantique le plus connu des Vaudois aujourd'hui, où les soldats jurent leur fidélité au colonel et les officiers jurent leur fidélité aux soldats, et tous ensemble jurent la fidélité à Dieu jusqu'à la dernière goutte de notre sang, et comme ça, il y a peut-être aussi un peu de rhétorique, quoi. Le moment en tout cas, est très difficile, parce que les Savoies s'organisent avec les Français, avec les armées françaises. Ils sont absolument sûrs de pouvoir éradiquer ces gens-là, qui passent un hiver, en 1690, sur la montagne de la Valsiglia. Il y a un petit musée.
ils sont complètement circondati, il y a déjà des soldats partout, et ils disent demain à l'aube, on va les prendre et vont être détruits. Pendant la nuit, le brouillard se lève et ils arrivent à s'échapper. Ils passent encore vers la vallée du Pélis et après quelques mois se passe ce qu'on n'aurait jamais attendu, c'est que les Savoie changent d'alliance. C'est fini avec la France. Vous voyez là les Savoie, c'était comme ça, hein. Ils changent d'alliance et donc c'est la possibilité pour les Vaudois de survivre. Il y a les lois du ghetto, des véritables lois du ghetto qui règlent tout ça. Seulement dans la partie haute des villages, ils peuvent habiter, ils ne peuvent pas participer aux écoles publiques, ils ne peuvent pas participer aux concours publics. Je ne sais pas si on dit concours, vous voyez, pour avoir une place de travail n'importe où, quoi. Ils ne peuvent même pas commercer leurs petits biens. Ils ne peuvent pas bâtir, ni acheter des champs, ni bâtir, jamais, un temple en dessous du ghetto, de la ligne du ghetto. Si une fille, parce qu'en tout cas, là-bas, on n'a jamais respecté les frontières, si une fille vaudoise restait enceinte pour l'histoire d'amour avec un catholique, l'enfant lui était enlevé, et elle était portée à Pignerol, à l'hospice des catéchumènes, ça s'appelle l'hospice des catéchumènes, ça a été un lieu terrible, où ils enlevaient les enfants vaudois et ils venaient les porter là pour qu'ils grandissent dans la foi catholique. Et parfois, ils étaient enlevés à leur famille. Quand on arrivait, on enlevait les enfants. Ils disparaissaient et ils allaient à Pignerol dans l'hospice des catéchumènes. Alors ça dure 150 ans. Ce qui a été terrible. Heureusement, on a gardé toujours des relations internationales. Et peut-être tout le monde encore aujourd'hui, moi-même, on a la conviction que nous sommes tellement petits et tellement faibles qu'il nous faut avoir des relations internationales. Avec la Suisse, avec la France, avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont été, il y a même des cantiques, des complaintes, si vous connaissez un peu les complaintes. Des complaintes qui parlent de la relation qu'on a eue avec les Pays-Bas qui nous ont toujours défendus, disons comme ça. Alors, ce sont 150 ans de ghetto. Quand Napoléon arrive, c'est une fête qui dure 3 jours et 3 nuits dans les villages vaudois. Mais c'est une parenthèse, Napoléon. Et pourquoi, vous dites, pourquoi les Vaudois étaient tous napoléoniques? Parce que, naturellement, lui, il a dit, tous les citoyens sont égaux. Il n'y a plus de citoyens de première série ou deuxième série. Et ça a été comme ça pendant quelques années. Vous savez bien que puis en 1815, avec Waterloo, c'est de nouveau la fin, et donc on retourne au ghetto, aux vallées vaudoises. Il y a un grand temple, si vous organisez, ce serait très beau d'organiser un petit voyage, maintenant que je vous ai parlé un peu de tout ça, il y a un grand temple à Luserna San Giovanni qui est nommé le temple napoléonique, qui est bâti en 1806, pendant la période napoléonique. Le modérateur de la table vaudoise, c'est un pasteur qui s'appelle Pierre Gémet, devient sous-préfet de Pignerol, le plus important là dans la région de Pignerol. Pierre Gémet, c'était un très instruit, quoi. Mais comme je vous ai dit, en 1815, c'est de nouveau l'ancien régime, quoi. Et donc on retourne au ghetto. Et puis les sous-mouvements de la période de ce qu'on appelle le risorgimento. Je ne sais pas exactement comment on peut traduire le risorgimento italien. Ce sont été les années où il y a eu plusieurs moments de petites ou grandes révolutions pour créer
la nouvelle Italie libre. Et alors les savoirs, et ce que j'ai jamais compris, par exemple, c'est que les soldats vaudois ont été toujours considérés les plus fidèles au savoir, après tout ce qu'ils ont souffert, mais quand les Savoies avaient besoin de savoir qu'ils étaient tranquilles, de trouver la possibilité d'être sûrs, ils allaient dans les villages vaudois. Là, le duc de Savoie disait, là je suis vraiment sûr que les Vaudois vont me défendre, quoi. Mais en tout cas, je vous disais, Turin, qui deviendra la première capitale d'Italie, Turin a déjà les délégations des pays européens les plus importants, la Prussie, les Pays-Bas, l'Angleterre, et ces ambassades, disons, des pays protestants disent au savoir, mais il y a encore un petit peuple ici qui est sans les libertés civiles, ça c'est incroyable, impossible. Et donc on arrive en 1848, le roi, oui c'était le roi, Charles Albert donne les libertés civiles aux Vaudois. Et ils deviennent finalement citoyens. Ils peuvent aller dans les écoles publiques et ils commencent à bâtir les temples, le temple de Torrepelli, le temple de Turin, le temple de Pignerol, où j'ai été pasteur, sont bâtis entre 1850 et 1860. Et peu à la fois, même si ce n'était pas la liberté religieuse, mais civile seulement, c'est autre chose. Mais les Vaudois ont interprété ça en disant qu'on peut maintenant prêcher. Et alors on les retrouve tout de suite après, à Palerme, comme à Venise, à Florence, comme dans la vallée d'Aoste, un peu partout. Et aujourd'hui, la petite église vaudoise, ce n'est pas une église d'une région, parce que souvent, même en Suisse, ils nous disent « Ah, les Vaudois du Piémont ». Oui, au Piémont, il y a encore des communautés du point de vue du numéro assez importante, mais il y a une église à Milan, où j'ai été plusieurs années pasteur, qui est une grande église encore, une église comme Grignan, avec un grand temple, peut-être plus grand de celui-là. C'est-à-dire, nous sommes une église italienne qui encore accepte, cherche d'accepter le défi de vivre la foi chrétienne dans une perspective protestante. Les deux moments donc plus importants où les Vaudois ont été présents et où ils ont beaucoup travaillé et même combattu, ce sont deux ce moment. Le premier, c'est le Risorgimento. Vous trouvez des Vaudois parmi les troupes de Garibaldi. Vous connaissez un peu qui était Garibaldi, qui est né à Nice. Nice était encore italienne. Puis on l'a perdu, malheureusement. Et moi, j'ai été pasteur en Calabre. Ça m'avait même ému. La petite église vaudoise de Cosenza. Je trouve le registre des baptêmes au début des années 60, 1860. Le deuxième ou le troisième baptême, c'est un petit enfant qui s'appelle Pepe, nom de famille, et le parrain général Giuseppe Garibaldi, il a signé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Alors, les Vaudois ont toujours cru, là, 1848, 1860, jusqu'à l'unité d'Italie, ont toujours cru au défi de devenir italien, de bâtir une Italie. Vous savez que l'Italie, encore aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient la diviser, quoi, entre le nord, qui est beaucoup plus riche, parce que Milan, c'est une ville plus riche, ou en tout cas riche comme Munich, en Allemagne, quoi, ou plus riche de Marseille, je pourrais dire. Et il y a un sud, midi, très pauvre, qui est tout près de l'Afrique du Nord, quoi, du Maghreb, dans certains lieux. Alors c'est quelque chose qu'on n'est pas encore vraiment arrivé à construire. On a une constitution qui, selon moi, est la plus belle du monde, mais qui n'est pas encore réalité.
vraiment, qui a été faite en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Et le deuxième moment important où vous avez les Vaudois toujours présents, c'est la résistance contre les nazis. On a payé un tribut de sang très important aux vallées vaudoises, mais non seulement aux vallées vaudoises. Il y a eu mes deux cousins, si vous allez sur le pont Quizon, vous allez voir l'autre il s'appelait Gino. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont morts dans cette bataille. Mon père, qui était pasteur, il a été condamné à mort. Il a dû quitter son église à Prali pendant 20 mois. Les SS sont arrivés le 16 septembre 1943 sur la place de Prali. Lui, il avait été condamné à mort en contumace, c'est vrai. Et il a vécu avec les maquis pendant 20 mois. Il est retourné être pasteur à Prali seulement le 1er juillet 1945. Donc, il y a eu une résistance très importante. Et je dis ça parce que je crois que c'est un peu le sens de la liberté, vous voyez, de l'amour pour la liberté. Et aujourd'hui encore, je veux croire et je veux penser que notre petit monde protestant réformé et italien soit capable d'être présent dans les défis de l'histoire. Tout de suite après le 1848, il y a la carestie aux vallées vaudoises. Ils n'ont rien à manger. Il y a la maladie des patates, des pommes de terre, qui tuera en Irlande plus de millions de personnes. La même maladie arrive aux vallées vaudoises. Ils vivaient de châtaignes et de pommes de terre. Les pommes de terre, et donc ça commence l'émigration vers le Rio de la Plata, vers l'Afrique du Sud, vers l'Amérique du Sud, entre Buenos Aires et Montevideo. Et aujourd'hui, il y a l'autre moitié de l'église vaudoise est dans le Rio de la Plata. Il y a une table vaudoise, ils ont leurs organisations. On a été une seule église jusqu'aux années 60, 1960. Et puis c'est juste de reconnaître une pleine autonomie. Nous sommes trop loin, vous voyez. Nous ne sommes pas à Marseille. Ce n'est pas une question de 3 ou 4 heures de voiture, quoi. Et alors, ils ont leur synode. Alors, ils sont organisés exactement comme nous. Ils sont membres du Conseil œcuménique des Églises, de l'Alliance réformée mondiale, comme nous, quoi. Tout à fait comme nous. Ils sont plus petits, ils ont pas mal de problèmes, eux aussi. Aujourd'hui, entre l'Argentine et l'Uruguay, mais surtout en Uruguay, mais aussi en Argentine, dans la Pampa argentine, dans le Chaco, au nord, à Buenos Aires, il y a des petites communautés vaudoises. Aujourd'hui, depuis 100 ans, on a une faculté de théologie qui est reconnue à niveau, non seulement par l'État italien, mais à niveau international. On a eu des Français qui ont étudié dans notre faculté. Je pense par exemple à une amie qui est partie maintenant à la retraite, Corinne Lanoire, qui a enseigné, elle a été quelques années chez nous, elle a été directrice d'Agapé, du Centre œcuménique d'Agapé, et puis elle a enseigné l'Ancien Testament à Paris, à l'EPT. Maintenant, elle vit à l'Ardèche parce qu'elle m'a dit que je n'avais pas l'argent pour vivre à Paris. Alors, je suis à l'Ardèche, la dernière fois que je l'ai rencontrée. Donc, une faculté de théologie qui marche assez bien, même si on a un manque de vocation comme chez vous. D'ailleurs, on a des journaux, on a une revue théologique qui s'appelle Protestantesimo, on a un hebdomadaire, on a un peu tout ce que les églises protestantes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une réserve indienne, vous voyez. Il y a encore des gens, surtout de l'Allemagne, qui viennent à Torre Pellice pour voir les Indiens. On n'a pas les Indiens, on n'a pas une croix hugonote imprimée sur la tête et sur le front et comme ça, mais nous sommes une église protestante en Italie. On a des communautés, c'est vrai encore à Basel, à Bâle, à Zurich, à Genève et Lausanne. Genève et Lausanne, c'est vraiment petit. Je les ai visités plusieurs fois
quand j'étais dans la table vaudoise. Voilà. On a beaucoup d'œuvres diaconales très importantes. Si vous organisez, si nous arrivons à organiser un voyage de quelques jours, vous verrez les œuvres diaconales qui sont très importantes, surtout si vous voyez la fragilité de nos paroisses. On a des maisons de retraite, des maisons pour les handicapés qui sont reconnues à un standing très important, quoi. On avait 3 hôpitaux. On avait, parce que là, en 2003, malheureusement, c'était moi le modérateur qui a dû signer, on a dû passer la main au service public de santé, parce que nous étions plus capables de gérer 3 hôpitaux publics, parce que ce sont des hôpitaux publics, avec 650 dépendants, on avait. Et on a gardé la place de travail pour tous. Ils existent toujours, ils ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient avant, Turin, Torre Pellice et Pomaretto. On a en 1975, il y a 50 ans cette année, on va célébrer ça aussi au prochain synode, on a fait l'intégration avec l'église méthodiste italienne, qui a une histoire complètement différente des Vaudois, vous voyez. Nous sommes aujourd'hui, on avait beaucoup de relations avant, mais nous sommes aujourd'hui une église intégrée. Alors, le titre, c'est encore Chiesa Evangelica Valdese, Église évangélique vaudoise. Et en dessous, c'est écrit Union des églises vaudoises et méthodistes d'Italie. Voilà. Donc, on a un seul corps pastoral. Les pasteurs méthodistes peuvent être pasteurs dans les paroisses vaudoises, ou les pasteurs vaudois, comme moi, peuvent devenir pasteurs dans une église méthodiste. On a des églises méthodistes à Milan, comme à Parme, comme à Rome, et comme ça. Il n'y a plus aucune différence. Je termine 2 minutes. Moi, je dirais, on me demande souvent, mais quelles sont les orientations? Alors, moi, je dirais qu'on a vécu grosso modo, mais pas tout le monde était d'accord. Mais quand même, dans les synodes surtout, nous, on a des synodes très vivaces. Plutôt, on ne s'endort pas, quoi. Les discussions sont... J'avais Georges Bouchard qui a été modérateur, qui disait, voilà ce que sont les Vaudois. On dit comment, quand on arrive vraiment à discuter très sérieusement, vous voyez, voilà. On pourrait même dire qu'on arrive à discuter trop vivement dans le synode, mais on s'embrasse dans le jardin, ce qui est possible peut-être, j'espère. Alors, des années après 1968, vous voyez le 68 ce que ça a été, le mai 68, en Italie aussi, et parmi, surtout, je dirais, les Vaudois, il y a eu plusieurs jeunes qui ont critiqué notre façon d'être église, quoi. Et ce qui s'est passé en France aussi. Et après, je dirais, dans les années 70 et 80, on a peut-être vécu un peu une option politique. Politique, c'est-à-dire que Agapé, par exemple, le centre écuménique d'Agapé à Prali, est devenu un laboratoire reconnu de pensée politique. De gauche, il faut dire ce que c'est, de gauche, c'est-à-dire en faveur des ouvriers, des pauvres, les premiers camps Europe-Afrique au milieu d'Agapé, les premiers en Europe. On invitait les Africains venir parler et les premiers camps politiques. Il y a eu aussi dans le mouvement chrétien d'étudiants des jeunes de notre Église qui après sont devenus des gens très engagés qui disaient on se déclare marxiste et on se confesse chrétien. Les deux ensemble, vous ne voyez pas un ou l'autre. Alors là, il y a eu un débat, vous pouvez imaginer. Il y a eu même un mouvement qui est né là qui s'appelait Testimonianza Evangelica Valdese, témoignage
des Vaudois qui étaient absolument contre la politisation, si on dit comme ça, de l'Église, vous voyez. Ce sont été des années avec une discussion incroyable. Chaque année, le synode, et non seulement. Ça, c'est passé maintenant. On ne trouve plus ça. Dans les années 90, 1990, 2000, peut-être on a vécu l'illusion d'une option diaconale, je dirais. En voyant que nos paroisses, nos églises locales étaient faibles, et le sont encore toujours, même un peu plus, peut-être on a pensé on peut être présent et s'affermir dans la société italienne avec nos œuvres sociales. Et c'est vrai qu'on a des œuvres sociales qui marchent très bien, qui sont encore un biglietto di visita. Vous voyez, quand on donne à quelqu'un « Attends que je te donne mon billet », c'est encore le billet de visite du monde vaudois aujourd'hui. Et si vous viendrez, vous verrez. On a les plus hauts standings là. Et il n'y en a pas seulement dans le Nord. Hein. La Noce de Palerme est une très grande œuvre diaconale qui travaille avec les enfants. Et la Noce, c'est le quartier de Totorina, le quartier le plus mafieux d'Italie, il était considéré. On prend les enfants de la route, il y a l'école maternelle, primaire, qui marche très bien. Il y a les magistrats italiens, les juges comme ça, qui envoient leurs enfants à la Noce, parce qu'ils disent là c'est une école de pluralisme, de pluralité. On a une autre grande œuvre à Ponticelli, près de Naples, on en a à Florence, on en a un peu partout. Vous voyez. Alors peut-être, j'ai l'impression qu'on a eu peut-être un peu l'illusion, mais ce n'est pas assez, de bien faire, disons, de bien faire du bien, ou d'essayer de bien faire du bien. Ça a été quelque chose d'important, c'est encore quelque chose d'important, mais ce n'est pas assez. Comme l'option politique, on avait peut-être pensé nos compagnons dans la lutte politique pour le socialisme, disons un peu, vont devenir protestants. Ils ne le sont pas devenus. C'était une illusion, vous voyez, un petit peu. C'est juste de vivre aussi un peu d'illusion, mais peut-être même un peu d'utopie de temps en temps. Aujourd'hui, on essaie de maintenir ce qu'on a, et depuis 30 ans maintenant, 32 ans, on a reçu, et je termine, la possibilité d'avoir l'argent du oui pour 1000. C'est quoi le oui pour 1000? Tous les Italiens, comme chez vous les Français, doivent déclarer leurs revenus. Et pour l'Église catholique, depuis le premier concordat en 1929, et puis le deuxième aussi, 1984, c'était l'État italien qui donnait de l'argent directement à l'Église catholique, ce qu'on appelait la congrua dei preti. La congrua, c'est-à-dire une somme qui paraît assez suffisante pour payer les prêtres. Voilà. En 1984, on a dit non, ça doit terminer. Et alors, le système a été un autre. Donner la possibilité aux Italiens de signer la faculté, leur donner la faculté de signer pour l'Église catholique, ou pour les autres églises, maintenant on y arrive, pour donner le oui pour 1000, c'est-à-dire 0,8% de les taxes que tu payes en tout cas, directement à l'Église catholique. Je ne sais pas si je me suis expliqué, quoi. C'est un système un peu comme ça. Mais, exactement en 1984, quand le même jour qu'on a signé le nouveau concordat avec l'Église catholique, on a signé aussi l'intesa. L'intesa, c'est un accord, on dirait. L'accord entre les églises vaudoises, représentées par le modérateur, et le gouvernement italien. C'est-à-dire, ils nous ont dit, vous êtes reconnus, il n'y a pas de privilège pour les Vaudois, mais vous êtes reconnus. Cette loi-là, qui est une loi de l'État, 1984.
permet aux pasteurs, par exemple, d'aller dans les hôpitaux. Moi, je peux rentrer le soir, le matin, quand je veux. Je fais attention, évidemment, je ne vais pas... mais s'il y en a besoin, je peux rentrer dans la prison. Je peux marier dans le temple avec les effets civils. Ça, je crois que ça n'existe pas chez vous. C'est-à-dire que le mariage est reconnu aussi par l'État italien et plusieurs d'autres choses. Donc, toute une série de droits qui sont reconnus, mais sans aucun privilège. Mais le oui pour 1000, ils ont dit, bon, il faut l'élargir aussi aux confessions religieuses qui signent cet accord, l'intesa, avec l'État italien. Et les premiers ont été les Vaudois, naturellement, exactement dans les mêmes jours. Puis, des autres se sont ajoutés, l'Église baptiste, l'Union des Églises baptistes en Italie, les bouddhistes, les luthériens en Italie. Il y en a maintenant au moins une quinzaine, vous voyez. Le problème, c'est encore, peut-être on en parlera une autre fois, c'est encore la réalité islamique, parce que ce n'est pas facile. C'est pas une réalité où il y a un chef reconnu, vous voyez, mais en tout cas. Et les Vaudois, les premiers synodes où on a discuté ça, on a dit non, parce que là, c'est de l'argent de tous les Italiens, on ne veut pas accepter cet argent. Il y a eu des débats terribles au synode. Et moi, j'étais parmi les gens qui disaient non. C'est une question aussi de notre liberté, de notre autonomie. On ne va pas accepter cet argent. Puis, après quelques années, 3 ou 4 ou 5 années, en 1993, un deuxième débat incroyable. À la fin, on a accepté, la majorité du synode a accepté d'accepter cet argent qui est assez important, mais avec la condition qu'on n'utilisera jamais l'argent pour l'Église, c'est-à-dire pour payer les pasteurs, les diacres, le chauffage, la lumière, les temples, tout ça. Et ça, c'est resté. Mais on peut l'utiliser pour des projets de solidarité envers tous. Alors, moi, j'ai visité, par exemple, à Buenos Aires, des très beaux projets qu'on a fait pour reconstruire la mémoire pendant le temps de la dictature. C'est un petit truc, vous voyez. Mais à Buenos Aires existe maintenant une archive sur ce qui s'est passé sur les 30 000 à peu près desaparecidos. Vous savez qu'est-ce que ça a été pendant la dictature de Vilena. Ou alors, je vous fais des autres exemples, on a à Vérone un centre qui est très connu en Italie pour les handicapés très graves, vous voyez. Et alors on soutient ce centre qui est tout à fait extérieur à l'Église. Et puis naturellement on soutient aussi nos œuvres diaconales. C'est vrai, nos œuvres diaconales et nos œuvres culturelles. Et puis la Seva, je crois qu'aujourd'hui l'Église vaudoise c'est une des premières supports de la Seva, parce qu'il présente des dizaines, selon moi même trop, mais des dizaines et des dizaines de projets chaque année. Vous savez ce que c'est la Seva, à peu près, oui. La communauté apostolique d'action, c'est enfin l'église, les PUDF, les partis et tout ça. Et je pourrais vous faire beaucoup d'exemples. À peu près, on soutient 1500 projets en Italie ou à l'étranger chaque année avec l'argent de l'8 per 1000, du 8 pour 1000. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on reçoit, nous sommes 25 000 personnes avec les méthodistes en Italie. C'est très petit, très petit. Mais on reçoit les signatures, c'est-à-dire le choix de plus de 2 millions de personnes. Plus de 500 000 foyers qui signent pour l'Église vaudoise. Malheureusement, ils ne deviennent pas protestants, ils ne deviennent pas membres d'Église, moi j'aimerais bien, quoi. De temps en temps, quelques-uns. En tout cas, moi, à Milan, les années où j'ai été à Milan, j'avais à partir du mois d'octobre au mois de mai, chaque semaine, une
groupe, pas vraiment chaque semaine, mais presque, une soirée de ce qu'on appelait corso di formazione adulti, une formation pour les adultes, entre 10 et 25 adultes. Et chaque année, on a eu la mission de 15 à 20 personnes qui deviennent vaudois. Et ça arrive encore aujourd'hui, même dans les vaudoises. Moi, l'année dernière, j'ai admis, c'est pas moi, disons, les églises, pardon, mais on accueilli 2 personnes qui venaient du monde catholique, disons. Et cette année, maintenant, au mois de juillet, le 20 juillet, je vais en avoir autre 2. Alors, ce sont des petits numéros, mais on en a. Mais vous pouvez croire ce que ça signifie que plus de 500 000 foyers italiens donnent l'argent à nous, c'est-à-dire 40 millions d'euros chaque année. C'est pas si petit. Mais on ne peut pas les utiliser. Là, il y a un débat aussi parce qu'on dit, mais pourquoi l'Église doit rester si pauvre ou sobre, vous voyez, mais on a de l'argent. Il y a un peu un débat en cours. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Peut-être quelque chose va changer. Pourquoi ça? Parce qu'on a la sympathie d'un numéro incroyable d'Italiens. Moi, je rencontre, chaque fois que je prends un train ou quelque chose, si on me demande, si on parle un peu, « Ah non, mais vous êtes vaudois, ah, moi je signe pour l'Église vaudoise depuis toujours. » Nous sommes considérés très ouverts, peut-être pour ça. On a accepté, non seulement accueilli, mais béni les couples homosexuels depuis 2010. Avec un débat, là aussi, au synode qui n'a pas été, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Avec la liberté des églises locales, par exemple, Grignan de dire oui ou non. Vous voyez, chaque église locale a pu dire, moi j'en ai fait un, on n'en a pas fait 5000, j'en ai fait un, à Catane, à Catane, dans le sud complètement. Donc on est considéré gay-friendly, mais surtout, je crois, on est connu pour les œuvres diaconales, pour le fait qu'on est près des derniers, quoi. C'est la Fédération protestante d'Italie, mais avec l'argent de l'Église vaudoise, de l'Otto per Mille vaudois, qui a commencé à organiser ce qu'on appelle les couloirs, i corridoi umanitari, les couloirs humanitaires, que maintenant aussi la Fédération protestante de France fait, c'est-à-dire de prendre en Syrie, en Afrique, les enfants qui sont malades, les porter en pleine sûreté en avion en Italie, de les faire soigner à Turin ou à Milan où on a les meilleurs hôpitaux, quoi. Ce sont des petites choses, c'est des gouttes dans la mer, évidemment, quoi. Mais il y a un engagement important, il y a un procès qui s'appelle Essere Chiesa Insieme, être Église ensemble, c'est-à-dire d'être Église avec les migrants. Si vous allez au culte à Bergame, à Vérone, à Vicenza, à Parme, l'église méthodiste, vous verrez que le dimanche matin, la majorité des personnes ont la peau noire. Non pas accueillis, c'est pas l'accueil, mais c'est d'essayer d'être Église ensemble. Ce n'est pas évident, ce n'est pas si simple. Mais on a des grosses communautés qui viennent par exemple du Ghana et qui sont présents et avec lesquels on travaille. On a des pasteurs du Ghana qui sont membres de notre corps pastoral pendant 5 ans, 10 ans. Et on travaille ensemble, on cherche. Ce n'est pas, je le répète, facile. Je pense par exemple à Palerme, la communauté qui était partie de l'église vaudoise de Palerme. Les Ganois sont partis après que le synode avait décidé d'accueillir les homosexuels. Vous voyez, parce qu'il y a une autre sensibilité, il faut le reconnaître. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien, voilà. C'est un peu ce qu'on fait. Je m'arrête là. Aujourd'hui, il y a un manque de vocation. On a exactement les mêmes problèmes que vous avez vu, échelle 1 à 20.
C'est la réalité. Vous êtes 300 400 000, nous sommes 20 25 000. Quoi. Et on essaye de répondre, et nous sommes parfois un peu fatigués de répondre un peu à toutes les sollicitations qu'on reçoit. À Milan, j'ai été... Tous les soirs, j'avais une interview, une conférence. Qu'est-ce qu'ils pensent les protestants sur l'avortement, sur la fin de vie, sur l'école publique, sur ça et sur ça. Et on est un peu présent partout, dans la mesure où on arrive à le faire. Et à Pigneron, c'était à peu près la même chose. Parce que nous sommes les protestants, on appelle les Vaudois. Même si on a les luthériens, on a les baptistes, qui maintenant ont accepté eux aussi le 8 pour 1000. Et par exemple, les baptistes, comme nous, on dit non, pas pour le culte. Les luthériens italiens, on dit oui, on paye comme ça les pasteurs luthériens qui sont en Italie, comme les pasteurs luthériens d'Allemagne. Et alors ils gagnent à peu près 3 fois et demi ce que je gagne moi. C'est à peu près ça. Ils ont la liberté de faire ça aussi. Voilà. Je m'arrête. Merci beaucoup pour votre patience. Et si vous avez des questions, je suis là pour bavarder un peu avec vous. Je coupe déjà l'enregistrement.